Imaginez un instant le bruit sourd d'un marteau de commissaire-priseur qui s'abat sur un pupitre en bois verni. Ce son sec, définitif, qui résonne dans une salle silencieuse. Ce n'est pas une vente aux enchères ordinaire pour un tableau de maître ou un bijou rare. Non, ce qui est vendu en ce moment même, c'est l'histoire, c'est la fierté. C'est un morceau de l'âme d'une superpuissance. Imaginez que le gouvernement britannique, acculé, mette en vente la gare de King's Cross à Londres pour payer ses dettes, ou que les États-Unis, à genoux, cèdent le Grand Central Terminal de New York au plus offrant. Cela semble inconcevable, n'est-ce pas? Une fiction dystopique? Et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer à Moscou. La gare de Rijski, un chef-d'œuvre architectural du début du XXe siècle, ce joyau qui a vu passer des générations de voyageurs, des soldats partant au front, des amants se retrouvant sur les quais, vient d'être sacrifié, vendu, liquidé. Pourquoi? Parce que le coffre-fort est vide, parce que l'illusion de richesse s'est évaporée. Je sais ce que vous vous dites. Vous regardez les cartes, vous voyez cette immense tache rouge qui s'étend de la Baltique au Pacifique, et vous vous dites que ce pays est invincible, qu'il regorge de ressources infinies. Mais approchez-vous, écoutez attentivement. Ce que vous entendez n'est pas le rugissement d'une machine puissante, mais le grincement d'un mécanisme qui n'a plus d'huile, le craquement d'une structure qui s'effondre sous son propre poids. Nous ne parlons pas ici de politique abstraite. Nous parlons de la fin d'un monde tel que nous le connaissons. Ce que nous allons disséquer aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des chiffres ou des rapports économiques froids. C'est l'autopsie d'un empire qui a oublié la règle la plus fondamentale de la survie. La logistique est le seul véritable roi. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler dépasse tout ce que vous avez pu entendre dans les médias traditionnels. C'est l'histoire d'une faillite morale et physique qui commence sur des rails gelés et finit dans des appartements vides et froids. Fermez les yeux et visualisez la Russie. C'est un colosse géographique. 11 fuseaux horaires. Pensez-y un instant. Quand les gens boivent leur café du matin à Saint-Pétersbourg, d'autres se préparent à dormir à Vladivostok. 9289 km séparent ces deux réalités. C'est une distance qui défie l'imagination humaine. Même en avion, c'est un voyage interminable. Alors, comment tient-on un tel monstre ensemble? Comment empêche-t-on ce territoire de se disloquer? Il n'y a qu'une seule réponse, un seul fil rouge qui coude ce patchwork immense, le chemin de fer, les RZD, les chemins de fer russes. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est le système circulatoire de l'État. C'est par ces veines d'acier que coule le sang de l'économie. Le charbon, le pétrole, le bois, le blé et surtout l'équipement militaire. Si le train s'arrête, la Russie s'arrête. Si le train meurt, la Russie se décompose, non seulement économiquement, mais géographiquement. Les régions s'isolent, les villes meurent de faim, les usines s'éteignent. Et aujourd'hui, j'ai sous les yeux des rapports, des documents que le Kremlin préférerait voir brûler, qui nous disent que ce cœur est en train de lâcher. Les rapports obtenus par le Moscow Times et confirmés par des sources de renseignement sont terrifiants par leur clarté. Les RZD, cette entité qui emploie près d'1 million de personnes, cet État dans l'État, est techniquement en faillite. Je pèse mes mots. Faillite. Associer ce mot à un monopole d'État russe, c'est comme dire que la gravité a cessé de fonctionner. C'est un effondrement systémique. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une structure aussi vitale a-t-elle pu être saignée à blanc? C'est là que l'ironie devient tragique. C'est l'ambition militaire qui a tué la logistique. Ces dernières années, tout a été sacrifié pour le front. Les trains commerciaux, ceux qui transportent les marchandises qui font vivre l'économie réelle, ont été mis sur des voies de garage. Littéralement. Imaginez des kilomètres de wagons de marchandises remplis de produits bloqués dans la neige pendant des semaines, voire des mois, parce que la priorité absolue est donnée aux convois militaires. Mais il y a pire. Le diable se cache dans les détails. Et ici, le diable est un simple roulement à billes. Pendant des décennies, la Russie a modernisé ses trains avec de la technologie occidentale. Les roulements à billes de haute qualité, ceux qui permettent aux roues de supporter des charges massives par moins 40 degrés, venaient de Suède et des États-Unis. Aujourd'hui, ce robinet est fermé. On a essayé de les remplacer par des alternatives asiatiques, moins chères, moins robustes. Le résultat, elles cassent, les wagons déraillent, la maintenance explose. C'est une hémorragie financière. Pour combler les milliards de pertes, le gouvernement vend les meubles, vend l'histoire, vend la gare de Rijski. C'est le geste d'un désespéré qui brûle le parquet de sa maison pour se chauffer en hiver. Mais au-delà de la ferraille et de l'argent, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment quand un gouvernement commence à cannibaliser ses propres infrastructures pour survivre? Je veux que nous prenions un moment pour réfléchir à la nature du pouvoir. Souvent,
Nous imaginons le pouvoir comme une force brute, une capacité à imposer sa volonté par la force, par les armes, par la peur. Nous regardons les défilés militaires, les missiles hypersoniques, et nous sommes impressionnés. C'est humain. Nous sommes programmés pour respecter la force visible. Mais la véritable essence du pouvoir, la plus durable, est invisible. C'est la capacité de faire fonctionner les choses ennuyeuses, l'eau qui coule du robinet, le train qui arrive à l'heure, la route qui est réparée. C'est ce qu'on appelle la compétence administrative. La plus grande corruption n'est pas le vol d'argent, c'est la négligence de la complexité. Quand un leader ou un système devient obsédé par l'image de sa propre grandeur, il commence à mépriser les détails qui le maintiennent en vie. Il pense que la volonté suffit à plier la réalité. C'est l'hubris ultime. On se dit, peu importe si nous n'avons pas les pièces de rechange, nous sommes une grande nation, nous trouverons une solution. Mais la physique ne se soucie pas de votre patriotisme. L'acier ne se soucie pas de votre idéologie. Si vous ne graissez pas la machine, elle casse. La leçon ici est brutale mais nécessaire. Méfiez-vous de ceux qui vous vendront des rêves de grandeur tout en étant incapables de gérer le quotidien. Le véritable effondrement ne commence jamais par une explosion. Il commence par un petit bruit, un écrou qui se dévisse, une maintenance repoussée, une vérité ignorée. C'est le silence de la compétence qui s'en va, laissant la place au bruit de la propagande. L'arrêt du système circulatoire ferroviaire a des conséquences qui dépassent de loin les gares. C'est un effet domino, vicieux et rapide. Le gouvernement, en panique, a augmenté les tarifs de transport ferroviaire de manière spectaculaire. Vous pourriez penser « Et alors ? Je ne prends pas le train. » Mais vous mangez du pain, n'est-ce pas ? Vous utilisez de l'électricité ? Vous vivez dans une maison construite avec du ciment et de l'acier ? Chaque tonne de charbon, chaque sac de blé, chaque barre de fer transportée coûte désormais plus cher, beaucoup plus cher. Et cette facture, ce n'est pas le Kremlin qui la paie, c'est le citoyen. C'est la vieille dame au supermarché qui compte ses kopecks parce que le prix de la farine a doublé. C'est l'inflation qui s'insinue partout, insidieuse, inarrêtable. Pour la combattre, la Banque centrale monte les taux d'intérêt à des niveaux mortels, étouffant encore plus l'économie. C'est un serpent qui se mange la queue, mais le coup de grâce, c'est l'industrie. Parlons de l'acier. C'est la colonne vertébrale de toute nation industrielle. Les producteurs d'acier russes étaient des géants mondiaux. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. Les usines passent en semaines courtes, les hauts fourneaux refroidissent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris en étau. D'un côté, les marchés occidentaux sont fermés. De l'autre, ils ne peuvent plus exporter vers l'Asie de manière rentable parce que le transport ferroviaire est devenu trop lent, trop cher, trop imprévisible. Ils ne sont plus compétitifs face à la Chine. Et le marché intérieur ? Il est à mort. Il n'y a plus de demande civile. Les rapports officiels de février 2026, même ceux d'Eurostat qui a l'habitude de maquiller la vérité, ne peuvent plus le cacher. Le modèle de croissance s'est effondré. Pendant 3 ans, on nous a vendu un miracle. On nous a dit que l'économie russe croissait malgré les sanctions. Mais regardons cette croissance dans les yeux. C'était une croissance sous stéroïdes, une croissance artificielle basée uniquement sur la commande militaire. Les usines d'armement tournaient en 3x8. Sur le papier, le PIB augmentait. Mais réfléchissez-y, qu'est-ce qu'une économie saine ? C'est une économie qui produit de la valeur. Si vous construisez une voiture, quelqu'un l'achète, l'utilise pour aller travailler, voyager, cela crée de la richesse. Si vous construisez un char d'assaut, il part au front et, quelques semaines plus tard, il est réduit en cendres par un drone. Il n'a créé aucune richesse. Il a consommé de l'acier, de l'énergie, du travail, et il a disparu. C'est de la destruction de capital déguisée en croissance. C'est comme si vous brûliez vos meubles pour réchauffer votre maison et que vous comptiez la chaleur produite comme un revenu. À un moment donné, vous n'avez plus de meubles, et le froid revient. C'est exactement ce qui se passe. L'illusion se dissipe, les secteurs civils s'effondrent, les uns après les autres, incapables de survivre dans cette économie cannibale. Mais jusqu'à quel point peut-on mentir aux gens sur leur propre prospérité ? Pause. Cela m'amène à une réflexion sur la vérité et l'illusion. Nous vivons dans un monde où la perception est souvent confondue avec la réalité. Les chiffres, les statistiques, les graphiques. Ils ont un pouvoir hypnotique. Si un homme en costume à la télévision vous dit que le PIB augmente de 3%, vous avez tendance à le croire, même si votre frigo est vide. C'est un mécanisme de défense psychologique. Nous voulons croire que quelqu'un tient la barre, que le système fonctionne. Mais la réalité économique est têtue. Elle est physique. Elle ne ment pas. Vous ne pouvez pas manger de la propagande. Vous ne pouvez pas vous chauffer avec des discours patriotiques. Il y a un danger mortel à confondre l'activité avec la productivité. S'agiter ne veut pas dire avancer. Faire du bruit ne veut pas dire construire. Dans nos propres vies, nous tombons parfois dans ce piège. Nous nous occupons pour éviter de faire face aux vrais problèmes.
Nous confondons le mouvement avec le progrès. Mais tôt ou tard, l'illusion s'effondre. Le mensonge vital que nous nous racontons pour tenir le coup finit par devenir un poids insupportable. La leçon est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule fondation solide. Bâtir sur le mensonge, c'est bâtir sur du sable mouvant. Et quand le sable se dérobe, la chute est vertigineuse. Si l'acier est la colonne vertébrale, le secteur de la construction est le baromètre de l'espoir. Quand les gens achètent des maisons, c'est qu'ils croient en l'avenir, c'est qu'ils se projettent. Pendant des années, le Kremlin a maintenu une bulle immobilière artificielle, avec des prêts hypothécaires subventionnés, pour dire au peuple « tout va bien, regardez, vous pouvez devenir propriétaire ». Aujourd'hui, cette bulle a éclaté avec un fracas assourdissant. Les chantiers sont à l'arrêt. Les plus grandes entreprises de construction, les géants du secteur, retardent massivement les livraisons. Selon les données d'Izvestia, 1 mètre carré sur 8 ne peut pas être livré. Imaginez le drame humain derrière cette statistique. Des milliers de familles russes se sont endettées pour 20 ou 30 ans. Elles ont signé un pacte avec l'État et les banques. Elles paient chaque mois pour un appartement qui n'existe que sur le papier. Elles vont visiter le chantier le week-end, et que voient-elles? Des squelettes de béton gris. Pas de fenêtres, pas d'ouvriers. Juste le vent qui siffle à travers les étages vides. Pourquoi? Toujours la même chaîne causale maudite. Les taux d'intérêt sont si hauts que les promoteurs ne peuvent même plus emprunter pour finir les travaux. Les matériaux manquent. Les ascenseurs, les systèmes de climatisation, les isolants modernes. Tout cela venait d'Occident. Les alternatives chinoises sont chères et compliquées à acheminer à cause de la crise ferroviaire. Le ciment ne l'arrive plus. L'acier est trop cher. C'est une trahison silencieuse. Le contrat social, cette promesse tacite que si vous travaillez dur et ne faites pas de vagues, vous aurez une vie décente est rompu. Ces immeubles inachevés sont les monuments de cette trahison. Ils resteront là, comme des cicatrices dans le paysage urbain, rappelant à tous que l'avenir a été annulé. Mais le plus choquant, ce qui défie toute logique, c'est ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Nous parlons de la Russie, la station-service du monde, le pays qui a menacé de geler l'Europe, le pays qui nage sur des océans de pétrole et de gaz. Et pourtant, écoutez bien ceci, car c'est à peine croyable. En février 2026, la Russie manque de carburant. Comment est-ce possible? C'est le paradoxe ultime. Extraire du pétrole brut est une chose. Le transformer en essence, en diesel, en carburant utilisable par des moteurs modernes, c'est une autre affaire. C'est de la chimie de haute précision. Et devinez quoi? Les raffineries russes fonctionnent, ou plutôt fonctionnaient, grâce à la technologie occidentale. Des compresseurs américains, des catalyseurs européens, des logiciels de contrôle sophistiqués. Avec les sanctions, plus de pièces de rechange. Et n'oublions pas les drones ukrainiens. Pendant des mois, ils ont frappé méthodiquement ces infrastructures. Pas au hasard. Ils ont visé les tours de distillation, les unités de craquage, les points névralgiques. Aujourd'hui, ces raffineries sont des géants blessés. On ne peut pas les réparer. La production chute. Le résultat est une aberration historique. Les agriculteurs russes ne trouvent pas de diesel pour leurs tracteurs. Les chauffeurs routiers font la queue pour de l'essence. Des compagnies pétrolières, assises sur des milliards de barils, font faillite parce qu'elles vendent à perte à l'Inde et à la Chine, et que leurs coûts d'extraction explosent. Le Kremlin voulait utiliser l'énergie comme une arme, mais l'arme lui a explosé entre les mains. Est-ce que le peuple peut supporter cela indéfiniment? À quel moment la corde casse-t-elle? Parlons de la confiance et de la responsabilité. Dans toute société organisée, il existe un fil invisible qui relie l'individu au collectif. C'est la confiance. Je te donne une partie de ma liberté, je paie mes impôts, et en échange, tu garantis ma sécurité et un certain ordre prévisible. C'est la base de la civilisation. Mais la confiance est une ressource non renouvelable. Une fois qu'elle est brûlée, elle ne revient pas. Imaginez l'état psychologique d'un citoyen qui a tout fait comme il faut. Il a soutenu son gouvernement, il a cru aux nouvelles, il a travaillé dur. Et soudain, il se retrouve devant un appartement vide qu'il doit payer toute sa vie. Il se retrouve devant une pompe à essence vide dans le pays du pétrole. Ce n'est pas seulement de la colère qu'il ressent, c'est un vertige. C'est la réalisation brutale que les adultes dans la pièce, ceux qui dirigent, sont incompétents ou indifférents. C'est là que le cynisme s'installe. Et le cynisme est le cancer des sociétés. Quand plus personne ne croit en rien, quand chacun ne pense plus qu'à sa propre survie immédiate, le tissu social se déchire. La responsabilité civique disparaît. C'est le sauf qui peut. Et dans l'histoire, le moment où le peuple passe de la peur au mépris est le moment où les régimes vacillent. Le mépris est bien plus dangereux pour le pouvoir que la haine. Pour comprendre comment tout cela va finir, ne regardez pas Moscou. Moscou est une bulle. Moscou sera la dernière à tomber. Les empires ne s'effondrent jamais par le centre. Ils s'effritent par les bords.
par la périphérie, là où la douleur est la plus vive et où l'argent n'arrive plus. Regardons la République de Touva. C'est loin, très loin de la place rouge. C'est l'une des régions les plus pauvres de Russie. C'est aussi, ironiquement, la région natale de l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Là-bas, quelque chose de très significatif vient de se produire, quelque chose que les médias d'État ont tenté d'étouffer. Les chauffeurs de bus se sont mis en grève. Cela peut sembler anodin. Une grève de bus, et alors? Mais dans la Russie actuelle, en temps de guerre, faire grève est un acte de quasi-trahison. C'est un défi direct à l'autorité de l'État. On risque la prison, on risque d'être envoyé au front. Pourtant, ces hommes ont arrêté leur moteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus payés. Cela faisait des mois. La peur de la faim a dépassé la peur de la répression. Quand un homme ne peut plus nourrir ses enfants, il devient incontrôlable. Cette grève à Touva est le symptôme que l'argent fédéral n'arrive plus jusqu'aux extrémités du corps russe. Tout est aspiré par le trou noir de la guerre et de la sécurité à Moscou. Les budgets municipaux sont vides, les fonctionnaires locaux sont abandonnés. Si vous ouvrez les livres d'histoire, vous verrez que l'effondrement de l'Union soviétique n'a pas commencé par des discours intellectuels dans les cafés de Moscou. Il a commencé par les grèves des mineurs à Vorkuta et dans le Kouzbas en 1989. Ils réclamaient du savon et leur salaire. C'étaient des demandes basiques, physiques. Et c'est cette vague de fonds venue des profondeurs du pays qui a tout emporté. Les bus immobiles de Touva sont les Canaris dans la mine de charbon. Ils annoncent que la désobéissance civile qui vient. Quand l'État ne paie plus, l'État cesse d'exister dans l'esprit des gens. L'autorité s'évapore. Nous avons donc devant nous un tableau complet, terrifiant de cohérence. Ce ne sont pas des incidents isolés. La vente de la gare historique, les usines d'acier froides, les chantiers abandonnés, les raffineries en panne, les chauffeurs de bus en colère, tout cela est lié. C'est l'insuffisance organique multiple. La Russie est devenue un corps dont les organes lâchent les uns après les autres. Le cœur logistique ne pompe plus assez de sang, les muscles industriels s'atrophinent. Le système nerveux financier est en surchauffe, et les extrémités commencent à se gangrener. Il est médicalement, physiquement impossible pour un tel organisme de continuer à fournir un effort violent comme la guerre sur le long terme. Les mois qui viennent seront décisifs. Nous ne parlons plus d'années, mais de mois. Nous allons voir si cette colonne vertébrale brisée peut se ressouder, ou si nous assistons en direct à la fragmentation finale d'un géant historique. Avant de nous quitter, je voudrais partager une dernière pensée sur la fragilité des choses que nous croyons éternelles. Nous avons tendance à voir les pays, les frontières, les institutions comme des montagnes, immuables, solides. Elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Mais l'histoire nous enseigne que les empires sont bien plus fragiles qu'ils n'y paraissent. Ils sont comme des porcelaines, durs mais cassants. La chute est souvent lente, invisible, faite de petites compromissions, de petits renoncements, de petites lâchetés quotidiennes. Et puis, soudain, tout s'accélère. La fissure devient gouffre. Ce que nous observons en Russie est une leçon universelle pour nous tous. Aucune nation, aucune organisation, aucune vie n'est à l'abri de l'effondrement si elle sacrifie ses fondations pour une ambition démesurée. Si l'on brûle son avenir pour alimenter son présent, il arrive un moment où il ne reste que des cendres froides. C'est une tragédie humaine immense qui se déroule sous nos yeux. Des millions de vies sont prises au piège de cette mécanique implacable. Observer cela, ce n'est pas se réjouir du malheur d'autrui, c'est comprendre les mécanismes profonds de notre monde. C'est apprendre à voir les signes avant-coureurs. C'est réaliser que la stabilité est un travail constant, un équilibre précaire qu'il faut chérir et protéger. Rester lucide, continuer à questionner ce qui se cache derrière les façades. La vérité est souvent là, juste sous la surface, attendant d'être vue par ceux qui ont le courage de regarder. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt.